ça, Yes. parce que j'ai dit Yes. à Joyce de 16 heures. OK. D'accord, entendu. Bah, écoutez, il est 16 heures et il est 14h30, pardon, excusez-nous. Nous sommes le mardi 25 mai. Soyez les bienvenus. Nous avons à l'antenne donc Dr Ada Moustafik. Bonjour Ada. Bonjour à tous. Bonjour Vanina Tadei. Vanina, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Voilà. Bonjour Joyce, Benoît. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Nous sommes ravis de vous retrouver sur le sujet thématique d'aujourd'hui. On va parler du cœur des femmes. Ça paraît un peu cucu, mais bon, c'est comme ça. Mais au-delà de cet aspect cœur des femmes, c'est surtout de la santé cardiovasculaire des femmes dont on va faire l'état des lieux. Docteur Moustafik, vous êtes cardiologue, épidémiologiste. Quand je vous dis qu'en France, l'espérance de vie d'une femme, c'est 85 ans et l'espérance de vie d'un homme, c'est 78 ans, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce premier constat? Alors, le premier constat qu'on peut en tirer, c'est que manifestement, le fait d'être une femme protège vis-à-vis de la mort jusqu'à un certain point. Ce constat était vrai je dirais, jusqu'à relativement tardivement. Maintenant, on se rend compte que cet écart entre les femmes et les hommes se creuse de moins en moins et les femmes perdent de cette protection qu'elles avaient antérieurement pour de plus en plus se rapprocher des chiffres masculins. Voilà. Alors, ça interpelle, c'est vrai. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Et si on analyse les différentes données de mortalité, de morbidité, on se rend compte qu'en France, mais également dans la majorité des pays industrialisés, les maladies cardiovasculaires chez les femmes deviennent de plus en plus prépondérants et à des âges de plus en plus précoces. Voilà. Donc le relatif effet protecteur que les femmes avaient du fait de leur féminité justement est en train de disparaître et il est judicieux de se poser la question pourquoi et comment est-ce qu'on peut faire pour rétablir une meilleure santé chez les femmes. On reviendra tout à l'heure, merci Ada. Ce que j'ai vu surtout, c'est que la France figure parmi les premiers pays de l'Europe à disposer d'une espérance de vie aussi élevée pour les femmes. Absolument. Puisqu'on devance de mémoire, je crois, la Grèce et la Finlande. Par contre, on est loin derrière l'Espagne et l'Italie. Tout à fait. Alors, on peut essentiellement expliquer ces différences par rapport au statut social de la femme, à savoir que dans les pays, je dirais, plus méditerranéens, à l'exception de la Grèce, les femmes ont peut-être une vie active moins prépondérante qu'en France ou en Finlande, où le fait de travailler pour une femme fait partie intégrante de l'épanouissement, de la vie personnelle. La France est un petit peu intermédiaire justement avec ce gradient nord-sud. Et donc, le fait d'être une femme physiologiquement est à peu près la même chose qu'on soit en Finlande ou en Espagne. Par contre, une femme française, espagnole ou finlandaise investira peut-être pas de la même manière sa vie professionnelle. Ensuite, il y a également les politiques de santé qui peuvent être plus ou moins protectrices par rapport aux femmes à des âges critiques, comme par exemple autour de la grossesse. Les femmes sont peut-être mieux protégées dans certains pays que d'autres. Donc, toutes ces disparités se retrouvent en fait dans les résultats vis-à-vis, par exemple, de la mortalité. Vous avez raison d'évoquer ces éléments parce que c'est vrai qu'on a
on a identifié quatre grandes catégories de sujets qui permettraient apparemment d'atteindre une meilleure qualité de vie et surtout de parvenir au meilleur état de santé possible pour les femmes. On retrouve donc des relations, bien sûr, inégales entre hommes et femmes, ça, on y reviendra. Il faudra aussi évoquer les normes sociales qui réduisent les possibilités d'éducation et d'emploi rémunérés. Ça, vous l'avez signalé tout à l'heure. La vision de la femme centrée exclusivement sur son rôle de procréateur. Là, c'est vraiment, on est dans la bonne santé sexuelle des femmes. Et puis, le quatrième point, ce sont les menaces ou de réelles violences en interne comme en externe sur les femmes. On évoque les violences physiques, les violences sexuelles et bien sûr émotionnelles. Il y a quand même un truc qui nous paraît important, c'est malgré cette espérance de vie qui est en faveur de la femme en Europe et puis plus particulièrement en France, on est à 6 ans d'écart entre femmes et hommes, même si cet écart-là, on le constate d'année en année, commence à se réduire. Oui. Il y a quand même ce qu'on appelle ce paradoxe de la santé perçue, parce que derrière cet aspect un peu global, générique, on voit bien qu'il faudrait qu'on aille vers une différenciation de la santé entre hommes et femmes, mais surtout même dans la catégorie des femmes, parce qu'il y a beaucoup de disparités entre les colonies de femmes. Est-ce que j'ai raison? Absolument, absolument. Pendant très longtemps, la médecine a été élaborée par des hommes, pour les hommes. Et les femmes étaient un petit peu oubliées des études et même de ce qu'on appelle la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des symptômes. Par exemple, dans l'infarctus du myocarde, on se rend compte que ce qui est décrit dans les manuels de médecine ou ce qu'on peut retrouver sur Internet sont essentiellement le tableau typique qu'on retrouve chez un homme de 60 ans, tabagique, hypertendu, en surpoids, diabétique, etc. À aucun moment on se pose la question de savoir est-ce que ces symptômes sont identiques chez les femmes. Et effectivement, la présentation n'est pas la même. Et souvent, ça amène non seulement à un retard de diagnostic, mais aussi à une moins bonne prise en charge et malheureusement avec des conséquences qui peuvent être dramatiques pour certaines femmes. Donc, il est temps actuellement de faire des études dédiées spécifiquement aux femmes et au sein de ces femmes, suivant les âges de la vie et les âges de la féminité, il faut prendre en compte toutes ces disparités qui existent. Voilà. Donc, il y a un gros travail à faire qu'on est en train de mettre en place, mais les mentalités changent et c'est une excellente chose. Voilà. Mais là, je rebondis sur votre dernière remarque, la mentalité change, c'est bien, mais malheureusement, on voit que les femmes rattrapent les bêtises, entre guillemets, des hommes. Absolument. En termes de comportement, j'entends par là, par exemple, l'accès au tabac, l'accès à l'alcool et l'accès à plein d'autres choses, malheureusement, qui commencent à leur faire prendre un peu plus de risques, qui se rapprochent de ceux des hommes. Absolument. Alors là, c'est plus une dimension, je dirais, sociologique. Les femmes veulent atteindre l'égalité, ce qui est normal. Simplement, lorsqu'on parle de parité, il y a le mot paire. Et dans une paire, c'est deux éléments distincts. Les femmes veulent ressembler de plus en plus aux hommes. Et on demande également aux femmes de ressembler de plus en plus aux hommes. Donc, elles ont tendance à gommer un petit peu leur féminité. Et dans le monde du travail, non seulement elles veulent ressembler de plus en plus aux hommes, mais certaines d'entre elles veulent même devenir des Superman. Et tout ça fait qu'elles changent de comportement et notamment adoptent des comportements à risque comme le tabagisme, la prise d'alcool, la prise de risque. Et on sait que l'exposition, par exemple, au tabac ou à l'alcool
exposition identique aura des conséquences beaucoup plus délétères chez les femmes que chez les hommes. Donc, on peut être égaux en restant différents et il faut avoir conscience de ces différences pour pouvoir être le plus épanoui possible et en meilleure santé également. Il y a aussi un autre point de vue, ça m'a vraiment, ça a attiré mon attention. On a vu arriver aussi l'aspect de mauvaise santé. Même si l'espérance de vie est en faveur des femmes, on sait que malheureusement, il y a beaucoup plus d'incapacité en fin de vie pour les femmes. Il y a beaucoup plus de cas de démence sénile observés chez les femmes. À quoi c'est dû cette disparité en défaveur des femmes? Alors, c'est essentiellement justement les facteurs de risque cardiovasculaire qui s'expriment. Et pour les femmes qui ont réussi à vivre relativement âgées, ces facteurs de risque qui ont été présents vont s'exprimer différemment. Vous parliez de démence, généralement ce sont des démences vasculaires, donc on peut imputer à l'hypertension artérielle ou au tabagisme. Vous parliez également d'incapacité. Il faut savoir que malheureusement, avec l'adoption de comportements à risque similaires à ceux des hommes, les femmes ont de plus en plus d'accidents vasculaires cérébraux avec des conséquences fonctionnelles importantes et donc qui nuisent in fine à leur qualité de vie. Alors oui, on arrive à soigner un certain nombre de personnes, mais ces personnes-là, et les femmes notamment, auront des incapacités qui nuiront à leur qualité de vie jusqu'à la fin de leur vie, en fait. Justement, parlons-en des risques majorés des pathologies cardiovasculaires chez les femmes. On a remarqué ces dernières années qu'il y a une augmentation quasiment de 20% chez les femmes entre 45 et 54 ans. Tout à fait. Est-ce que c'est un signe de l'accès justement à l'égalité homme-femme qui voudrait ça? Absolument. Alors les femmes sont de plus en plus fumeuses, ont davantage d'hypertension artérielle ou de manière plus précoce, ont également davantage de surpoids, peuvent développer un diabète de manière plus précoce. Et avec le stress important qui peut être lié à l'environnement professionnel, mais également à la vie personnelle, ce stress-là, ou du moins cet excès de stress, peut provoquer ce qu'on appelle une ménopause précoce, en tout cas plus précoce que ce qui aurait pu être le cas. Et à partir du moment où les femmes sont ménopausées, le rôle protecteur des hormones féminines diminue. Donc, ce changement de comportement et d'attitude à risque qui ressemble à ceux des hommes impacte également leur féminité, puisque de plus en plus, on voit des femmes plus jeunes avoir une ménopause précoce, faire des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux. Quels sont les signes justement pour avertir les femmes et puis les hommes qui nous écoutent? Quels seraient les signes avant-coureurs de ces manifestations cardiaques ou cardiovasculaires qui pourraient alerter? Alors, essentiellement, si on reste chez les femmes, ce sont des symptômes qui ne sont pas très spécifiques. Un essoufflement, une fatigue qui persiste, des nausées, des palpitations, alors que le tableau typique chez un homme, par exemple pour un infarctus du myocarde, c'est vraiment la douleur thoracique constrictive. Et donc, c'est des tableaux différents. Mais il est important de dire à une femme, si vous êtes chroniquement fatiguée, allez consulter, parce que c'est pas parce que vous avez une vie familiale, une vie professionnelle qui vous prend beaucoup de temps
que c'est normal et qu'il ne faut pas se questionner sur pourquoi je suis toujours fatiguée, pourquoi je suis essoufflée pour des efforts que je faisais auparavant sans problème. Donc, il faut être à l'écoute de son corps. Personne ne se connaît mieux que soi-même. Et si une fatigue s'installe et qu'elle ne part pas, avec un sommeil récupérateur, il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui existe de manière sous-jacente et en parler avec son médecin. Alors, ça, c'est du côté des personnes. Mais il y a un gros travail à faire aussi auprès des professionnels de santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant les études de médecine et dans les ouvrages de médecine, ce qu'on a appris est valable essentiellement pour la jante masculine. Pour les femmes, souvent, les symptômes sont différents. Donc, il ne faut pas banaliser une fatigue chronique chez une femme, ne pas se dire c'est un déficit en fer ou vous inquiétez pas, c'est la saison, etc. Il ne faut pas hésiter à faire un électrocardiogramme ou faire une prise de sang pour dépister les facteurs de risque comme un diabète ou une hypercholestérolémie. Il faut prendre la tension artérielle au cabinet du médecin. Malheureusement, certains collègues ont tellement de travail que ne prennent plus la peine de prendre la tension artérielle systématiquement à leurs patients. Et puis surtout, demander aux personnes si elles sont tabagiques et si elles sont tabagiques, vraiment les inciter à arrêter complètement cette consommation. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux je pensais justement au tableau digestif parce qu'il y a Oui. aussi ce tableau qui est assez caché. Exactement, et qui est pourvoyeur de pièges chez les patients. Ce tableau-là est vrai pour les femmes, mais peut être vrai également chez certains hommes en fonction de la localisation de l'infarctus du myocarde et notamment si la partie inférieure du cœur est concernée. Donc, il n'y aura pas cette douleur thoracique, mais il y aura davantage des nausées, des vomissements. Donc, il ne faut pas banaliser et se demander est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est en train de se passer plutôt que de se dire j'ai une indigestion alimentaire ou j'ai une gastroentérite. Et ce, d'autant plus si la personne présente des facteurs de risque cardiovasculaire. Si elle est tabagique, si elle est hypertendue, si elle a un taux de cholestérol anormalement élevé, si elle est sédentaire et si dans sa famille, il y a des antécédents de maladies cardiovasculaires, alors il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est pas quelque chose de cardiaque qui est en train de se passer et ne pas hésiter à consulter. Il vaut mieux consulter 10 fois pour pas grand-chose que de se dire c'est rien et malheureusement laisser s'installer soit un infarctus du myocarde, soit un accident vasculaire cérébral. Le tableau clinique pour l'accident vasculaire cérébral va être un peu différent. On peut avoir une difficulté à trouver ses mots, on peut avoir un trouble visuel, on peut avoir une sensation de fourmillement dans un bras, dans une jambe, ou même perdre la sensibilité ou la motricité au niveau d'un hémicorps, du bras ou d'une jambe du même côté. Ça, ce sont véritablement des signes d'alerte. Même si les symptômes ne durent que 10 secondes, il faut immédiatement consulter, être hospitalisé et c'est ce qui permettra d'éviter la constitution d'un accident vasculaire cérébral avec des conséquences possibles à long terme et en termes d'incapacité et de qualité de vie. Merci Ada. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme signe qui pourrait alerter justement sur un tableau cardiaque ou un tableau vasculaire? Alors, je l'ai dit, des palpitations aussi. Malheureusement, avec le tabac, le vieillissement de la population, la consommation d'alcool qui peut être importante, on peut avoir ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire, qui est un trouble du rythme. Le cœur se met à battre de manière irrégulière, ça crée des turbulences à l'intérieur des cavités cardiaques et un caillot de sang peut se former et aller vers une artère cérébrale.
Donc, tout ce qui est anormal, comme un trouble visuel, un manque d'humour, la déformation d'un côté du visage, une perte de sensibilité ou de motricité au niveau d'un bras ou d'une jambe, on ne se pose pas de questions, on appelle le SAMU ou on se fait amener aux urgences de l'hôpital le plus proche. Même si ça récupère au bout de 10 secondes, même si ça dure que 10 secondes, c'est un signal d'alarme et il faut l'entendre. La notion aussi de douleur de tête, des céphalées, chez quelqu'un qui n'est pas… Alors, c'est compliqué chez les femmes parce que oui. Souvent, il y a la notion de migraine, tout à de fait. migraine commune, assez fréquente, mais une notion de douleur de tête qui ne cède pas. Exactement. Une céphalée dont les caractéristiques ne sont pas celles que peuvent avoir les femmes habituellement. Les femmes qui sont migraineuses connaissent très bien le type de migraine qu'elles ont. Souvent, c'est la même présentation, c'est du même côté. Avec le temps, elles vont apprendre à bien les connaître. Par contre, une céphalée qui est plus d'origine vasculaire aura des caractéristiques qui seront différentes. Et en termes d'intensité de douleur, l'intensité est beaucoup plus importante et ne passe pas. Donc là aussi, il ne faut pas banaliser. Devant une céphalée qui a des caractéristiques inhabituelles, il ne faut pas hésiter à consulter. Est-ce qu'on peut rappeler… D'autant plus si on a des facteurs de risque. C'est-à-dire que si on fume, si on a de l'hypertension artérielle, si on prend la pilule contraceptive, il faut être beaucoup plus vigilant sur ces symptômes inhabituels. Docteur Moustaphiq, vous avez été chef de clinique et vous avez effectivement vous avez exercé aussi en Suisse. J'ai vu ça sur votre CV. Vous avez participé aussi à la médecine préventive un temps à l'hôpital. Oui. Est-ce qu'on pourrait rappeler les facteurs de risque qui, à nos yeux, seraient modifiables, aussi bien réalisables chez les femmes que chez les hommes? Tout à fait. Alors, le premier facteur de risque, c'est la consommation de tabac. Alors, moi, ce que je préconise, c'est vraiment l'arrêt total de la consommation du tabac. Demander à quelqu'un de diminuer, c'est très bien. Et effectivement, c'est très bien si quelqu'un diminue sa consommation. Mais les études ont montré que malheureusement, la diminution est réalisée sur une période qui n'est pas pérenne. Et très souvent, la consommation revient à l'identique, voire est plus élevée qu'auparavant. Donc, il faut vraiment un sevrage total et définitif. Et il faut pouvoir accompagner ces personnes parce que c'est pas quelque chose de simple. Et je parle en connaissance de cause puisque je suis une ancienne fumeuse. Mais on y arrive. Et très honnêtement, en termes de qualité de vie, on voit véritablement la différence. Et puis, ça a un coût également. Acheter son paquet de cigarettes, c'est pas donné, voilà. Donc, le tabac, c'est véritablement un des facteurs de risque majeurs et qu'on connaît. Hein. On fume ou on fume pas, voilà. Après, il faut faire attention aussi au tabagisme passif, c'est-à-dire que si on vit avec quelqu'un qui fume et qui fume à la maison, eh bien, on sera exposé également au tabac. Donc, faire en sorte que dans son environnement de vie, alors en France, fort heureusement, sur le lieu de travail ou même dans les lieux publics, la consommation de tabac n'est plus possible. Mais dans certains pays, la législation peut être permissive et on peut être exposé au tabagisme passif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, alors tout le monde n'a pas un tensiomètre à la maison, donc les façons de reconnaître une éventuelle hypertension artérielle sont justement des céphalées, une vision un petit peu brouillée, le fait d'entendre des acouphènes, c'est-à-dire des bruits réguliers à l'intérieur de l'oreille, avoir une sensation vertigineuse aussi,
tous ces signes sont en faveur de la présence d'une hypertension artérielle. Donc, lorsqu'on va chez son médecin traitant ou même lorsqu'on va en pharmacie, on peut demander à bénéficier d'une prise de la tension artérielle. Là encore, il y a certaines préconisations par rapport à la prise de la tension artérielle. Il est important de la faire après un certain temps de repos. C'est-à-dire que si on vient de marcher, on nous prend la tension artérielle, bien évidemment, elle sera élevée. Donc, prendre la tension artérielle, se la faire prendre, mais après un temps de repos. Au moindre doute, consulter son médecin qui pourra prescrire des examens qui statueront sur le fait est-ce qu'il y a oui ou non une hypertension artérielle. Ensuite, il y a l'hypercholestérolémie. Dans l'hypercholestérolémie, il y a une part qui est génétique, qui est familiale, mais il y a une part aussi qui est liée à notre alimentation et à notre mode de vie. Est-ce qu'on est sédentaire? Est-ce qu'on a une activité physique régulière? Donc là aussi, on peut intervenir là-dessus. Enfin, le diabète, qui est également un facteur de risque majeur et modifiable. Donc, comme pour l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le diabète, les règles hygiéno-diététiques peuvent suffire, c'est-à-dire avoir une activité physique régulière. Ça ne veut pas dire nécessairement faire du sport, mais ça veut dire marcher au moins 30 minutes par jour, tous les jours, qu'il neige, qu'il pleuve. Il faut essayer de s'appliquer cette rigueur. Et ensuite, de faire attention à son alimentation. Ça ne veut pas dire avoir un régime strict. On peut continuer à se faire plaisir. Il faut être vigilant sur la quantité, sur la fréquence. On peut manger de tout, mais il faut adopter une alimentation équilibrée. Ada, Oui. Une question. Jusqu'à maintenant, on nous bassinait avec les 10 000 pas par jour. Oui. Est-ce que ce serait pas un peu surévalué, les 10 000 pas par jour? Parce que 10 000 pas, ça fait beaucoup. Hein. Oui, effectivement. 10 000 pas, ça fait beaucoup. Très honnêtement, moi, je dis à mes patients, essayez de marcher 30 minutes par jour. Adopter des gestes simples, c'est-à-dire que si vous prenez le bus, descendez une station ou 2 stations avant et faites le trajet à pied. Si vous habitez en étage, eh bien, ne prenez pas l'ascenseur, mais montez les escaliers. C'est des petites choses simples, même en étant assis sur son poste de travail. On peut être amené à faire certains exercices sur une chaise de temps en temps au cours de la journée. Donc, c'est des choses simples. Pour quelqu'un qui est absolument sédentaire, demander de faire du jour au lendemain 10 000 pas, ça va être violent. Par contre, essayez de lui faire progressivement des petits exercices en montant justement en intensité au bout d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, me paraît plus judicieux. Maintenant, le message des 10 000 pas, c'était une façon d'uniformiser, de donner un message clair. Maintenant, si on fait 9 000 pas, si on fait 6 000 pas, eh ben, c'est toujours mieux que de ne pas en faire. Donc voilà. On reviendra tout à l'heure justement avec Vanina et avec Joyce sur la partie activité physique parce qu'elles ont plein d'idées à nous soumettre. Dans les facteurs de risque, il nous restait la notion de, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, l'alcool. L'alcool est quand même un sujet prégnant et de plus en plus croissant pour les femmes. Tout à fait. Alors, l'alcoolisme chez les femmes, c'est un peu un tabou, hein, un tabou sociologique. Ça ne se fait pas, voilà. Une femme qui va dans une brasserie pour boire un verre d'alcool, c'est très mal vu, même actuellement. Donc, souvent, l'alcoolisme est quelque chose de caché. Mais il peut être aussi un phénomène, je dirais, collectif, ou lors d'une soirée où les gens sont amenés à boire et à boire en quantité importante. Donc, il y a l'alcoolisme quotidien
Et il y a ce qu'on appelle le binge drinking, c'est-à-dire dans une durée de temps relativement brève, adopter une consommation d'alcool excessive. Et là encore, les femmes sont moins bien dotées que les hommes par rapport à la façon dont elles vont pouvoir ingérer toute cette quantité d'alcool, et les effets sont bien sûr plus mauvais à consommation égale chez les femmes comparativement aux hommes. Même si on prend deux personnes du même âge, du même poids, on sait que les effets seront plus délétères chez les femmes. On peut, public, on vous a mis un petit sondage sur le côté droit de votre écran. On vous a posé la question, est-ce que votre entourage vous a déjà fait la remarque sur votre consommation d'alcool? Donc, n'hésitez pas à donner votre vote. Oui, non, pas vraiment. Ça nous permettrait aussi de savoir un peu sur l'aspect sensibilisation à ce beau produit. Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre comme suggestion pour une meilleure hygiène de vie au quotidien, Dr Moustafik? Essayer de se faire à manger soi-même. Ça, c'est un message important. On sait ce qu'on mange. Alors, effectivement, ça prend du temps, mais éviter tout ce qui est plat industriel qu'on trouve facilement dans le commerce, et essayer de vraiment de préparer soi-même ses repas. Ça, c'est quelque chose d'important qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais les plats tout préparés sont vraiment assez délétères si on en consomme régulièrement et sur des périodes assez longues qui peuvent être des années. Ça paraît un peu compliqué parce qu'on sort de trois confinements. Oui. On vient d'avoir accès à la terrasse. La terrasse, très bien. La terrasse, très bien. C'est très, très bien. Moi, ce que j'ai vu pendant ces confinements, c'est des personnes qui commandaient sur des applications en ligne. C'est très bien, mais si c'est tous les jours, tous les midis, ça interpelle quand même, parce que c'est pas toujours très sain. Mais bien sûr, il faut aller au restaurant, il faut se faire plaisir, il faut aller sur les terrasses. Maintenant, c'est important aussi d'avoir une bonne hygiène de vie, et ça passe aussi par faire attention à ce qu'on mange, à comment est-ce qu'on prépare nos repas. Et c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, et puis avec l'habitude, ça devient même un plaisir. Donc voilà. Si on peut le faire, c'est véritablement mieux. Parfait. Public aussi, un deuxième sondage. Est-ce que vous avez un rythme de vie sédentaire? Oui, non, je ne sais pas. Et ça nous permettrait dans ce cas-là d'introduire la notion d'activité physique régulière. Ada Moustafik, vous êtes aussi épidémiologiste. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'apport de ces activités physiques que l'on suggère de façon régulière et surtout de façon quotidienne? C'est formidable. En un mot, c'est formidable. Toutes les études le prouvent pour la santé cardiovasculaire, mais pas seulement. Puisqu'on parle de la santé des femmes, je ne vais pas rester que sur le domaine du cœur, mais les femmes, comme les hommes, malheureusement, sont également sujettes aux pathologies cancéreuses. Et on se rend compte, des études ont été faites, que avoir une activité physique régulière améliore non seulement la qualité de vie, mais protège également d'une récidive du cancer. L'activité physique régulière protège également de la dépression. Donc, c'est quelque chose qui va avoir des répercussions bénéfiques sur le physique, mais également sur le moral. Donc, c'est vraiment quelque chose à favoriser. Véritablement, on ne va pas trouver le miracle sous forme d'une pilule, d'un médicament. Par contre, en adoptant une bonne hygiène de vie,
qui n'est pas coûteuse, eh ben, on peut véritablement améliorer sa santé. Donc, l'activité physique, vraiment, c'est quelque chose à conseiller. Après, comme tout phénomène, je dirais, physiologique et médical, on a une courbe en U. C'est-à-dire que si on ne fait pas de sport, c'est pas bien. La barre horizontale du U correspond à la zone de meilleure santé. Donc, à partir du moment où on a une activité physique, eh bien, on sait que ça va être protecteur pour la santé aussi bien physique, mentale, sociale, voilà, toutes les composantes de la santé. Après, si on fait trop d'activité physique, je pense par exemple aux gens qui font des ultra-trails, qui dépassent leurs limites et se mettent en danger, là, on peut se poser la question de savoir si c'est véritablement bénéfique pour la santé, et très clairement, la réponse est non. Donc, adopter une activité physique régulière, d'intensité, je dirais, normale dans les clous, ça, on sait que ça sera bénéfique pour la santé et pour la qualité de vie. On peut peut-être poser la question à Vanina et à Joyce. Revenez, mesdames. On a besoin de vous pour les activités physiques régulières. Allô, allô. En attendant qu'elles reprennent l'antenne. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire justement côté conseil pour les activités physiques régulières pour les femmes? Oui, alors moi, en fait, dans le cadre d'Efficazen, qui est une entreprise donc, qui propose des activités collectives dans les entreprises avec les collaborateurs de l'entreprise, on met en place des ateliers d'activités physiques qui peuvent aller du yoga au pilates, au cours de boxe. Et c'est vrai que l'objectif, c'est d'évacuer le stress. L'objectif, c'est pas de se préparer pour les Jeux Olympiques ou d'être au top niveau. L'objectif, c'est à l'heure du déjeuner ou le matin ou le soir avant de travailler ou après de travailler, pouvoir accorder un petit moment aux collaborateurs pour qu'ils lâchent prise, ils évacuent le stress et pour qu'ils augmentent l'ocytocine, donc le neurotransmetteur qui favorise, qui est sécrété par le cœur, justement, sécrété par le cœur et qui agit aussi sur l'hypertension artérielle. Le docteur pourra en parler mieux que moi. Moi, je ne suis pas docteur, mais voilà, en termes de prévention, on sait que le sport et l'activité physique fait du bien au niveau mental, au niveau physique, au niveau lâcher prise, sur le stress, sur l'anxiété. Voilà. Notre objectif chez Efficazen, et c'est pour ça qu'on a des professionnels comme Joyce ici qui va vous faire quelques exercices pendant une petite demi-heure, c'est de vous apporter des solutions concrètes pour lutter contre le stress, parce qu'on sait que le stress est un facteur qui développe forcément toutes ces maladies, et donc il faut le traiter en prévention. Et l'activité physique en fait partie, mais il y a aussi le lâcher prise mental. Voilà, on peut aussi travailler par exemple en sophrologie, on travaille à la fois sur le physique et à la fois sur le mental. Sur le physique parce qu'on travaille en respiration, on va faire des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, voilà, ça aide énormément à réguler les battements du cœur qui jouent un rôle aussi sur notre équilibre psychique, l'équilibre cœur-cerveau. Qui réduit le stress et l'anxiété. Donc, la sophrologie travaille à la fois sur le mental, parce qu'on fait des visualisations positives, et à la fois sur le physique pour la respiration. Donc, on a des professionnels qui vous aident à combattre le stress et l'anxiété avec ces pratiques-là qui sont des médecines douces. Alors, bien entendu, ça ne remplace jamais la médecine traditionnelle. Nous, on essaie juste de venir en amont en entreprise, là où on subit le plus de stress, pour essayer de prévenir ces maladies. Voilà, prévenir plutôt que guérir. Bon, après, souvent, on fait les deux en parallèle.
Voilà. Et donc, Joyce fait également, propose des cours de Daoyin Yoga elle va nous faire des exercices aussi de cohérence cardiaque qui font énormément de bien aux salariés chez qui on travaille, dans les entreprises où on travaille, voilà, et qui arrivent vraiment à avoir une bulle pour eux à l'heure du déjeuner, se détendre une demi-heure. Ça leur fait un bien fou parce que voilà, ils arrivent à lâcher prise physiquement et mentalement. Joyce, vous allez nous réserver la petite surprise tout à l'heure. Mais absolument. Alors, si je me permets de rajouter quelques petites informations par rapport à ce que Vanina dit, et puis je suis d'accord avec ce que le docteur Moustaphi disait, c'est qu'en fait, quelle que soit l'activité qu'on va choisir, il y a une notion de régularité qui est très importante. Il faut mieux effectivement faire 15 minutes tous les jours d'une activité qui nous semble en accord avec notre nature, parce que des personnes vont être un petit peu plus physiques, d'autres vont avoir envie de plus de douceur, peu importe, il faut être effectivement à l'écoute de ces sensations et de ce que cette pratique va nous apporter immédiatement. Mais la régularité, c'est le plus important. Faire un track, faire un exercice pendant 3 heures en allant au bout de ses forces et puis ne rien faire après pendant une semaine, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien parce que je ne me permettrai pas de juger, mais vraiment faire régulièrement une pratique, ça va s'inscrire dans le corps, ça va devenir un rituel. Le corps a une mémoire, les cellules ont une mémoire, et à chaque fois que vous allez renouveler cette expérience, cette pratique que vous avez choisie, ça va réactiver tout un processus de guérison interne, enfin de guérison ou de prévention interne, parce qu'il faut bien se rappeler aussi qu'on est quand même le chef d'orchestre de ce qui se passe dans nos vies. Donc, il faut être en conscience de ce que l'on fait. Et la première conscience à avoir, c'est la respiration. Alors que la respiration, c'est quelque chose d'inconscient. Mais prendre le temps de s'écouter, ça donne beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le corps. Et comme disait le docteur Moustaphi, très souvent, on a des informations qu'on n'entend pas parce qu'on est trop là-haut et on n'est pas dans les sensations du corps. Alors, il faudrait faire un petit canal comme ça qui rejoint notre tête si pensante et si présente, avec ce cœur qui est là l'organe, mais ce cœur aussi ressentant. Voilà, relier les deux et ça nous fait un petit peu plus devenir conscient de notre responsabilité par rapport à nous-mêmes. Joyce, oui. j'ai une question très simple à vous poser. Oui. À toutes les femmes qui ont une double charge, hein, il y a le travail à l'extérieur dans la journée et le soir, elles arrivent dans leur foyer, elles remettent ça. Donc, à ces femmes-là qui sont fatiguées en fin de journée, je ne vais pas leur dire faites une activité physique régulière alors qu'elles ont déjà le balai à la main. Je vais passer pour un goujat. Je ne sais pas comment je pourrais amener la mienne. Non, pas du tout. Ben, je suis bien placée pour témoigner puisque je suis maman et que je travaille également et que je passe le balai et que voilà, comme n'importe quelle femme et puis j'ose espérer comme n'importe quel homme sur Terre. Donc, il n'est pas si difficile quand on comprend l'impact que ça va avoir sur notre vie personnelle et donc par conséquence sur la vie de ceux qui nous entourent. Parce qu'être en forme et être disponible aux autres, c'est déjà être en forme et s'écouter soi-même. On ne peut pas donner et être à l'écoute des autres si on n'est pas en contact avec soi-même. Donc des fois, il faut que prendre 5 minutes ou 10 minutes, se mettre dans une pièce de la maison, faire quelques petites respirations. Là, moi, je vous proposerai très rapidement le principe de la cohérence cardiaque que n'importe qui peut faire, sans prédisposition gymnique ou quoi que ce soit, sans matériel, juste dans une pièce, réguler et entendre son souffle, voir ce que ça entraîne, effectivement, et puis après retourner, passer le balai, si c'est l'image qu'on retient de la maman à la maison, ou en tout cas simplement réaller vers ce que l'on aime et être disponible et en bonne santé, parce qu'aller jusqu'à l'usure, de toute façon, à un moment, ça ne va pas être bon ni pour la personne, ni pour ceux qui sont là. Donc non, je trouve que 5 minutes, objectivement, on peut les prendre, 5-10 minutes, on peut les prendre, et puis il faut les prendre. Très bien. C'est vrai que allez-y. Je
je vois les retours en entreprise, ces mères de famille qui, après des séances, me disent oh là là, mais qu'est-ce qu'on a bien fait de venir, on traînait un peu du pied pour venir, et puis une fois qu'on ressort, on se sent tellement bien, on a pris une demi-heure, 3/4 d'heure rien que pour nous, on pensait à nous, le matin on court, on dépose les enfants, le soir on a des courses à faire, on court, et paf là, à l'heure du déjeuner, on s'est pris une demi-heure juste pour nous, et c'est leur bulle bien-être, leur bulle rien qu'à elles, et les séances que Joyce faisait par exemple au BHV Marais, pour citer un exemple, pendant 3 ans, on a organisé des séances là-bas. Les salariés revenaient avec plaisir tous les jeudis pour avoir cette séance de Daoyin Yoga, parce que ça leur fait vraiment du bien, et elles s'accordent. Alors tous les jours on avait un thème, hein. Le jeudi c'était avec Joyce, le mardi c'était du Pilates, le lundi c'était de la sophrologie, mais ces collaborateurs qui faisaient l'effort de prendre 3/4 d'heure sur leur pause déjeuner pour venir lâcher prise et se vider la tête. Elle venait parfois en traînant du pied parce que finalement je préférais aller faire une terrasse, aller déjeuner au resto, et finalement elle ressortait en disant mais le bien que ça me fait, c'est incroyable, et ça me fait du bien sur le lieu de travail, mais aussi à la maison. À la maison, je suis moins stressée, j'ai fait de l'activité physique, du coup, je suis moins énervée. Voilà, ils arrivent à réguler un peu leur stress. Donc, s'octroyer une demi-heure, 45 minutes, allez, soyons fous, 1 heure de détente, ça fait vraiment un bien fou, et il faut passer le pas, faut essayer, et on va voir le bien que ça nous procure, et le faire avec régularité, c'est ça qui nous aidera sur le long terme à rester, on l'espère, en bonne santé mentale et physique. Docteur Moustaphiq, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, une chose qui m'interpelle souvent auprès de mes patients qui viennent d'avoir un infarctus, lorsqu'on fait le point ensemble, on se rend souvent compte que c'est des gens qui se sont totalement oubliés, qui ne se sont pas posés comme prioritaires. Et après un infarctus du myocarde ou un événement cardiovasculaire, on peut être amené à envoyer les patients en réadaptation cardiaque. Et je leur dis, allez-y, c'est 3 semaines dédiées pour eux, où ils vont se recentrer, où ils vont pouvoir se redonner la priorité et réapprendre justement à se donner du temps pour soi, pour justement avoir une meilleure santé à l'avenir. Donc ça, c'est fondamental. Si on doit faire un peu moins de ménage pour se consacrer 1/4 d'heure par jour, eh bien, ma foi, tant pis, les vitres seront peut-être un peu moins propres, mais ça vaut le coup. La priorité qu'on doit se donner avant tout, c'est soi-même. Tout à fait. Entièrement d'accord avec ça. Donc, c'est vrai que nos proches se souviendront de nos sourires et de notre bonne humeur, et pas des carreaux propres aux vitres. Donc, si je retiens bien vos messages, c'est 1, il faut prendre du temps pour soi. 2, il faut se faire plaisir. Et 3, on s'en fout des carreaux pas propres. Voilà. Et 4, on lâche le balai, c'est ça? Ou on le passe à son conjoint ou avec celui qui peut nous aider, voilà. On est mal barrés, les mecs, on est mal barrés. Non, mais déléguer. Les enfants aussi. Exactement. Il faut leur apprendre aux enfants aussi, ils sont là. Et les enfants, indépendamment de leur sexe. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à la petite fille de débarrasser la table, mais on va demander à tous les enfants de participer de manière égalitaire. C'est véritablement un message pour l'avenir. Pour pouvoir garder nos conjointes en vie et en forme le plus longtemps possible, oui, il faudrait peut-être qu'on mette en place des choses, en tout cas pour leur permettre d'alléger la charge, la double charge, voire même la triple charge. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait, dans les actions de prévention, justement, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil, comme suggestion pour améliorer leur santé de façon globale, en plus de tout ce qu'on s'était dit jusqu'à maintenant? Essentiellement, c'est se donner la priorité. Si, par exemple, on parle du tabac ou de l'alcool, le tabac ou l'alcool, plaisir,
est vraiment minoritaire. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, c'est la consommation d'alcool ou de tabac liée à un stress important. Et dans ce cas-là, le tabac et l'alcool viennent comme une béquille qui aiderait ces personnes à tenir le coup. Simplement, cette béquille, elle est délétère et elle peut faire plus de mal que de bien. Donc, c'est vraiment ne pas s'oublier, se redonner la priorité. Et si on est trop stressé, essayer de comprendre pourquoi, d'où vient ce stress, comment est-ce qu'on peut faire pour modifier les choses. On ne pourra pas changer les événements de vie. Hein. Par contre, on peut changer la façon dont nous, on réagit à ces événements de vie. Hein. Si le travail est trop stressant, si on est harcelé, il ne faut pas hésiter à aller voir le médecin du travail, parce qu'il y a des choses qui sont tout simplement pas tolérables dans une société moderne. Et puis parfois, ce sont des personnes qui se fixent des objectifs tellement hauts, c'est-à-dire être le meilleur, être parfait dans sa vie professionnelle, être parfait dans sa vie personnelle. Essayer de faire en sorte de diminuer les exigences, parce que tout ça est pourvoyeur de stress. Et lorsqu'on est trop stressé, on va essayer de trouver justement un soutien. Et les soutiens qui sont plus facilement accessibles, malheureusement, c'est le tabac, c'est l'alcool, ça peut être l'alimentation aussi. Donc, essayer de comprendre d'où vient ce mal-être, se redonner la priorité. En se redonnant la priorité, on peut arriver à corriger pas mal de choses. Voilà. Un dernier avis, Dr Mustafik, vous êtes femme, vous êtes médecin. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter comme éducation pour nos jeunes filles afin de pouvoir, dès le plus jeune âge, leur permettre d'accéder à une meilleure qualité de vie de façon globale et surtout d'avoir une meilleure prévention primaire? Moi, je leur dirais, vivez pleinement votre féminité. N'essayez pas de ressembler aux jeunes garçons ou aux hommes. Devenez ce que vous devez être et accordez-vous toujours la priorité. Voilà. Personne et rien n'est plus important que vous-même. Donc déjà, si elles ont conscience de ça, c'est déjà un long chemin de parcouru. Hein. C'est parfait. Restez avec nous, Ada. On va faire revenir nos spécialistes de bien-être en santé globale, Vanina et Joyce. Vanina, vous êtes chef d'entreprise d'Efficazen. Vous êtes l'une de mes meilleures conseillères justement en termes d'activité physique, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer comme activité physique régulière, simple à exercer, simple à pratiquer pour justement que les femmes jeunes et moins jeunes puissent aussi les insérer dans leur agenda? Alors, il y a plusieurs. En fait, pour gérer l'anxiété, le stress, pour essayer de faire diminuer voilà, ce stress, on peut toucher par plusieurs canaux. Disons qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'évacuer de façon physique leur stress, qui vont avoir besoin de faire de la boxe, comme on propose en entreprise avec Efficazen. On propose des cours de boxe, on propose des cours de Krav Maga, de yoga, de pilates. Ça, c'est pour ceux qui ont besoin physiquement d'évacuer leur stress. D'autres se passent plus au niveau mental, donc comme la méditation, la sophrologie. D'autres ont besoin de comprendre comment fonctionne leur sommeil, leur rythme de sommeil. Donc, on a des experts en sommeil qui aident, qui accompagnent les collaborateurs en entreprise, qui vont vous expliquer comment mieux réguler votre sommeil, comment favoriser l'endormissement le soir, parce que voilà, il y a la nutrition aussi. On a des experts en nutrition. On va toucher tout ce qui est facteur de stress quand on respire mal, donc par la sophrologie, quand on dort mal avec des experts en sommeil et quand on s'alimente mal avec les nutritionnistes diététiciens. Donc en fait, il y a plusieurs angles qu'on
qu'on peut toucher, qu'on peut expérimenter. Et c'est vrai qu'on peut se faire aider de plusieurs façons. Après, voilà, on peut faire aujourd'hui, il y a des séances en ligne, des petits cours de pilates, des petits cours de yoga, de sophrologie de respiration. Vraiment, l'objectif, moi, je vois quand je travaille avec des DRH qui me disent « Ah, je ne sais pas trop quoi choisir pour mes collaborateurs », je leur dis « Bon, essayons un panel d'activités, voyons ce qui plaît à vos collaborateurs, parce que certains vont être plus, ça va être plus bénéfique pour eux d'aller vers le physique, d'autres vers le mental et d'autres des activités qui font les deux, comme la sophrologie, la respiration et le mental. Donc, il y a tout, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un panel de médecine douce qui vous aide à faire de la prévention qui est disponible dans les entreprises ou en direct ou sur Internet, ou voyez ce qu'il y a autour de vous. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous guider si vous le souhaitez. Il y a tout un panel d'experts en médecine douce et en bien-être qui est là, qui est disponible. Moi, mon rôle, c'est de les mettre en relation avec les collaborateurs en entreprise pour vraiment faire connaître ces gens-là qu'on va malheureusement voir une fois que c'est trop tard. On va voir ces experts en bien-être, en médecine douce, quand vraiment on a un pépin de santé, quand on n'est pas bien. Donc moi, ce que j'essaie, c'est de gagner un peu de temps et de les faire entrer en entreprise avant de se sentir mal. Donc voilà, en termes de prévention. Mais vraiment, il y a tout un panel d'activités qu'on peut faire. Et forcément, là-dedans, il y a bien une activité qui va vous faire du bien, qui va vous détendre, lâcher prise, créer un peu cette bulle plusieurs fois par semaine, 1 à 2 fois, peut-être 3 fois, si on peut, cette bulle bien-être, de lâcher prise, de détente. C'est fou le bien que ça fait. Au corps, l'état, vraiment l'état psychique. Ça nous apporte vraiment une détente au niveau physique et mental qui est indispensable pour notre vie de tous les jours, qui est un peu folle dans tous les sens, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu sur tous les fronts. Voilà, moi j'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai un mari, il faut s'occuper de tout le monde, et c'est pas facile en fait c'est très facile de s'oublier. Et donc, il faut vraiment faire l'effort de se poser et de penser à soi. Et c'est pour ça qu'à l'heure du déjeuner, quand on est au travail, qu'on n'a pas les tâches ménagères, on n'a pas le mari, on n'a pas les enfants, on n'a pas tout, voilà. À l'heure du déjeuner au travail, je vois les collaborateurs qui sont plutôt ouverts à ça. Donc, mais bon, le faire le soir après dîner, quand les enfants sont couchés. Justement, Vanina, il y a Gemma dans la salle qui nous pose la question: comment pourrait-on mettre en place quelque chose dans notre entreprise? Quelles sont les démarches à suivre? Alors en fait, vous pouvez me contacter pour que je vous montre, que je vous présente tout le panel d'activités mis en place. Il suffit d'une salle de réunion dans votre entreprise pour que les intervenants Efficazen puissent venir ou en visio. Donc maintenant, avec la pandémie, on s'est adapté. Tous les intervenants font des cours en visio, parce que le présentiel a été mis en stand-by. Mais bientôt, on pourra recommencer le présentiel. Donc, si vous avez une salle de réunion, on peut organiser des groupes de 10 à 15 personnes pour faire de la sophrologie, des conseils en sommeil, des conseils en nutrition, ou alors continuer en visio. Par exemple, là, j'ai un ostéopathe qui travaille avec moi dans des grosses entreprises comme Total, le VHV, Intermarché, et qui donne des cours de posturologie aussi, comment bien se tenir, comment éviter les céphalées avec la tension des yeux. Voilà, il y a tout un panel d'activités de prévention qui est proposé, et donc vous pouvez me contacter, je peux vous guider, je peux vous conseiller. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je peux laisser mes coordonnées sur le chat, ou sinon vous regardez sur efficazen.fr. Je peux vous conseiller. Voilà. Donc Gemma va vous contacter afin d'avoir vos conseils, parce qu'apparemment elle travaille dans un monde très très stressant et pas forcément le cours de déjeuner. D'accord, mes conseils sont gratuits, profitez-en. Je serai ravie de vous aider et de vous guider. Très bien, Gemma, on va vous donner les coordonnées d'Efficazen et de Vanina. Il serait peut-être temps, Vanina, je vous laisse présenter Joyce et puis lui laisser le temps de présenter ses exercices.
Tout à fait. Alors, oui, donc Joyce est professeure de Douyin, d'automassage yoga. Elle fait aussi du yoga nidra. Enfin, elle a plein de cordes à son arc. Mais aujourd'hui, elle va nous faire une séance de Douyin, c'est-à-dire donc des automassages pour stimuler des points précis du corps. Elle va mieux vous expliquer que moi. Elle a été formée à l'énergétique chinoise par un médecin acupuncteur sinologue. Donc, en fait, son enseignement est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, vous allez voir, ces séances sont un voyage dans notre corps physique, au niveau des émotions, du mental. Voilà, le but est d'accéder à un état de relaxation qui harmonise le corps et l'esprit. Et donc, elle va vous faire quelques exercices de cohérence cardiaque, de relaxation, voilà, des petites solutions simples, des petits rituels que vous pouvez mettre en place qui sont efficaces pour faire du bien à son cœur, à son mental et à son physique. Donc voilà, le but étant d'avoir une harmonie mentale et physique. Donc, mais elle explique ça très très bien. Donc je lui laisse la parole. Elle a l'habitude. Je travaille avec elle depuis des années. Donc voilà. Joyce, c'est à toi. Très bien, merci Vanina. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va faire une petite séance très simple. Moi, j'aime bien présenter des pratiques qui sont accessibles. Parce qu'effectivement, quand on parle de yoga ou toutes ces pratiques-là, tout le monde n'est pas prédisposé à aller vers des pratiques aussi sophistiquées. On n'a pas tous les capacités physiques, de souplesse ou autres. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien des outils qui sont très simples, très accessibles et qui permettent surtout d'avoir très rapidement une certaine compréhension de ce qui se passe. C'est important de faire des choses, mais de savoir comment ça fonctionne et qui vont nous permettre aussi de les reproduire. Alors, je ne vous dis pas qu'à l'issue de cette petite séance, vous allez connaître tout l'art de l'automassage, mais vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, très vite, automassage, qu'est-ce que ça veut dire? Tout est dans le titre. Auto, par soi-même, massage, massage. Donc, c'est une pratique qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, ce qu'elle a de spécifique dans les grandes règles théoriques, et on ne va pas faire théorie parce que le meilleur moyen de comprendre une pratique, c'est de l'expérimenter soi-même. On va dire qu'il y a une énergie vitale, comme le carburant qui permet à cette jolie machine qui est notre corps et le mécanisme intérieur, le moteur, de fonctionner. Comme toutes les belles machines, comme toutes les belles voitures, eh bien, si vous mettez la clé dans le contact et que vous avez oublié de faire le plein d'essence, vous allez rester sur place. C'est un peu le même principe pour le corps. Votre corps, vous êtes déjà le conducteur de votre machine, donc il ne faut pas penser que je vais mettre en route votre machine ou quel que soit quelqu'un d'autre. Non, c'est à partir de vous que cette mise en mouvement doit se faire. Donc ça doit se faire en activant la machine, ça doit se faire en comprenant aussi que vous êtes vous-même derrière le volant. Donc on va essayer d'harmoniser cette circulation intérieure, interne, cette essence vitale. Alors en Chine, on l'appelle le Qi, en Inde, on l'appelle le Prana. Chez nous, on l'appelle la respiration. La respiration, ça nous permet de mettre en route tout ce joli mécanisme intérieur, que toutes les grandes fonctions du corps soient opérationnelles. Les grandes fonctions du corps, c'est la circulation sanguine, c'est la respiration et puis c'est la digestion. La digestion, c'est très important. C'est pas simplement ce que l'on mange et ce que l'on boit qu'on a à digérer, c'est aussi tout ce que le monde environnant nous envoie à ingérer et à sélectionner, car une partie, c'est de la bonne nourriture, ça nous nourrit au niveau du corps, des émotions et de la tête, mais une autre partie est réellement poison. Donc la digestion, une bonne digestion, elle est aboutie quand elle a été digérée non seulement par le métabolisme, mais aussi par le psychisme et par la sphère émotionnelle. Donc, la petite notion en plus qu'on rajoute en théorie de la médecine traditionnelle chinoise, c'est que nous sommes une globalité. On a le corps, mais les émotions ne sont pas là-bas à gauche et vos pensées là-bas à droite. C'est tout un tout. Dès l'instant qu'on va aller travailler, mettre en mouvement des choses à partir de notre corps, de notre véhicule, vous allez forcément avoir un impact sur la sphère émotionnelle, nos émotions, et sur la sphère psychique ou mentale. Donc en fait, c'est formidable, ces automassages, en allant solliciter des petits points qui sont spécifiques, on appelle ça des points d'acupression, ce sont les points d'acupuncture qu'un médecin traditionnel va aller poncturer avec des aiguilles. Nous, on va le faire avec nos deux mains. On va choisir là, pour cette courte séance, quelques points spécifiques. Ces points ont cette particularité d'être en lien, en contact, une résonance
sur tel ou tel organe et sa fonction associée, sur telle partie du corps. Des fois, ce sont des points réflexes. En allant toucher juste un bout d'oreille, vous allez détendre complètement le crâne et le cerveau à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose. C'est un moyen un petit peu différent d'aller solliciter ce qui nous met en mouvement. Le but est bien sûr de quitter un peu le mental, d'aller respirer à l'intérieur, parce que la respiration, hein, c'est vraiment la pharmacie intérieure. Notre respiration, elle est inconsciente. Quand vous dormez, ça respire. Vous n'allez pas à vous en occuper, donc on peut dire que c'est un phénomène, un processus qui est inconscient, mais comme tout ce qui est inconscient, ça peut monter à un moment au niveau du conscient et intervenir. Donc on peut intervenir sur cette respiration en y pensant et en se disant que en ayant un impact sur l'inspiration un peu plus courte ou l'expiration plus longue, on va travailler sur le système nerveux qui entraîne nos rythmes internes. Alors tout ça, c'est un peu compliqué, et puis on est là juste pour pratiquer et sentir cet état de relaxation. On va partir faire un petit voyage en Asie. Alors je vous demande simplement de vous asseoir sur votre chaise, confortablement, détendu. Il n'y a rien de l'ordre du compliqué ou de l'ordre de bien faire quelque chose. C'est formidable, c'est une pratique où justement, moins on fait, moins on réfléchit, plus on se laisse aller et plus ça va fonctionner, et plus vous allez sentir les effets bénéfiques s'installer en profondeur dans votre corps. Donc, je vous invite donc à vous asseoir sur votre chaise, à détendre vos épaules, à déposer vos deux pieds sur le sol et à garder votre axe vertébral bien droit. On va prendre une grande expiration pour se détendre, vraiment comme si on laissait partir tout le poids à l'intérieur en nous. Et on inspire, on attend que l'aspiration se fasse naturellement. Parfait. Je vous invite à fermer vos yeux si vos yeux ne sont pas déjà faits et à vous laisser guider simplement par ma voix. On part en voyage. Allez, vous réunissez vos deux paumes de main l'une contre l'autre et vous massez tout simplement les paumes de main l'une contre l'autre. Lâchez vos épaules. Tout ce qui est musculaire est détendu. Il y a juste besoin d'être là, dans l'idée de, pendant quelques minutes, s'écouter, se faire du bien et surtout faire une rupture avec le monde extérieur. Comme si on renversait tous nos sens vers l'intérieur, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. On quitte un peu la tête là-haut et on ressent simplement. Votre main gauche vient masser le dessus du poignet droit, la main dans le prolongement, entre les doigts. On retourne l'intérieur du poignet, on masse l'intérieur du poignet. On masse l'intérieur de la paume de main, entre les doigts. On va réunir le pouce et l'index de la main gauche, comme si on faisait une petite pointe, et on va masser circulairement le centre de la paume de main. Ce sont des points d'acupression simples qui vont mettre en mouvement cette circulation énergétique à l'intérieur du corps. Cette circulation est dirigée par votre respiration, par les mouvements que vous êtes en train de faire qui donnent un petit peu une direction à l'intérieur de votre corps, en direction de cette énergie vitale, du sang également, et met en route donc toute cette circulation nécessaire à nos grandes fonctions du corps. Donc on anime notre corps, tout simplement. Et quand on est en train de masser un point, on ne peut pas faire deux choses en même temps, contrairement à ce que l'on pense. Donc, pendant que vous faites des massages, vous n'êtes plus dans votre tête, vous ne réfléchissez plus. Et déjà, ça a une importance énorme sur le stress. Il y a tout de suite une détente psycho-émotionnelle quand on quitte un petit peu le mental. Ok, on a bien massé l'intérieur de la main. Maintenant, on va s'occuper des doigts. On commence par le pouce de la main droite, j'entoure. J'étire le doigt, l'articulation. Je fais cliquer le bout de mon ongle en appuyant dessus. Vous faites ça pour chacun des doigts. J'entoure, j'étire, j'appuie. À nouveau, j'entoure. Chacun des doigts.
on secoue la main tranquillement. Lâchez votre épaule. Lâchez tout ce qui peut être lâché en vous. Détendez vos muscles. Laissez-vous porter par la voix, par le voyage, par ce petit côté exotique d'une pratique qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est ça l'évasion en quelques minutes. Et on rassemble les deux mains, l'une contre l'autre. Maintenant, c'est l'autre main, la main gauche, la main droite, pardon, qui vient masser le dessus du poignet gauche. La main dans le prolongement, entre les doigts. Je retourne à l'intérieur du poignet. Paume de main, entre les doigts. Et comme il s'agit d'harmoniser tout ce qui se passe en nous, tout ce qui circule, ce que l'on a fait à droite, on le fait à gauche. Je réunis le pouce et la main, l'index de la main droite, ma petite piqûre, mon petit outil, et je masse circulairement la paume de main. Et je vais faire le massage de chacun des doigts de la main gauche. Je commence par le pouce de la main gauche, j'entoure. J'étire le doigt, hop, j'appuie sur mon... Vous faites ça pour chacun des doigts. Et une fois que chacun des doigts a reçu son petit massage, je secoue, je fais glisser ce début de mise en route de l'énergie dans toute la structure du corps. Je rassemble au centre pour harmoniser. Parfait. Je détends mes deux bras devant en écartant bien les doigts. Je mets de la force entre chacun des doigts, comme si vous aviez des palmes. Ça va nous permettre de solliciter toute la structure tendino-musculaire du bras, parce qu'on s'appuie vraiment sur le corps, hein. Ce n'est pas juste évanescent. On va vraiment travailler sur le corps et ce qui le soutient. D'accord? Vous appuyez bien. D'accord? Et puis, vous faites glisser. Et puis, on va libérer les articulations simplement, comme si vous faisiez tourner vos poignets dans un sens et tourner les poignets dans l'autre. Les articulations sont comme les charnières des portes. Aucune articulation ne doit être rouillée, sinon ce sont des carrefours énergétiques, les articulations. Donc ça évite la circulation si c'est bloqué. Voilà, donc on fait très attention à toujours mobiliser tout le corps. Le corps, c'est votre véhicule. Si le corps il n'est pas régulièrement ausculté, il reste sur place, il ne va plus vous servir de véhicule. Ok, et maintenant on va s'occuper du visage, tout simplement. Allez, les deux mains au centre du visage, vous descendez, ligne médiane, et puis vous écartez vos doigts comme si vous passiez un coup de gant de toilette sur toute la zone du visage. Voilà. Et à nouveau au centre. Et là, on masse la zone des joues. La zone des joues en énergétique chinoise correspond à la zone des organes, des viscères, qui digèrent. Donc c'est important. On en profite. Et puis en ralentissant le mouvement, au niveau du système nerveux autonome, on va passer sur le mode parasympathique. Le parasympathique qui correspond un peu, on va dire, au frein dans une voiture. D'un côté, on a le côté dynamique de l'inspiration et du côté sympathique. C'est ce qui nous permet d'accélérer, de nous mettre en mouvement. Hein? Celui qu'on utilise un peu dans la vie de tous les jours. À 100 à l'heure, toujours, avec toujours un stress associé dans tout ce qu'on met en route. Puis le côté parasympathique, c'est le côté qui répare un petit peu, qui ralentit, et qui nous permet de nous éloigner un peu, carrément même de ce stress. C'est le mode des grands méditants, des personnes qui font de la relaxation. D'accord. À nouveau, la main sur le front, mouvement au ralenti. Dites-vous qu'à chaque fois que vous prenez le temps de vous poser, de ralentir le rythme de votre vie, à l'intérieur, ça ralentit. La circulation sanguine,
le rythme cardiaque. Voilà, on rééquilibre un peu ce qu'on oublie de faire quand on va trop vite. Puis bien sûr, en ralentissant le mouvement, tout un travail au niveau hormonal qui se fait, l'abaissement du cortisol, l'augmentation de DHEA, l'hormone qui empêche le vieillissement, l'hormone de l'amour également, les ondes alpha au niveau du cerveau qui nous laissent relaxer, qui aident à la mobilisation, à la mémorisation. Voilà, il y a tout un travail formidable au niveau des neurotransmetteurs, de toutes ces choses-là, qu'on fait simplement en ralentissant et en respirant doucement. Vos deux index vont aller à l'angle de l'œil, et puis on va faire comme des petits pompages. On appuie un petit peu en inspirant, vous appuyez vos doigts. J'inspire, expiration, je détends légèrement la pression. Encore, j'aspire intérieur. J'expire. Et je fais un petit massage, hop, tranquillement, autour de l'œil, jusqu'aux tempes et sur les tempes, doucement. Je masse. Et là, vous activez des tas de points qui ont une incidence sur des organes et sur des fonctions de votre corps. Donc, c'est comme si vous vous donniez un soin. Vous preniez le temps, surtout, de vous donner un soin et d'être dans vos sensations et non pas dans le mental ni dans l'action. Et puis, vos index vont à l'arrière de vos oreilles et vous massez l'arrière des oreilles, tranquillement. Et puis maintenant, on va au niveau du bout de lobe de l'oreille et on étire un petit peu vers le bas. Et puis on masse doucement le bout du lobe de l'oreille, endroit où on installe des petites boucles d'oreille. On masse en douceur. Et ce point-là, par exemple, c'est un point réflexe qui va détendre toute votre boîte crânienne et le cerveau à l'intérieur. Donc toutes les tensions un petit peu parce qu'on est trop dans le mental, qu'on réfléchit beaucoup, qu'on fixe des écrans, simplement, vous voyez, en massant cette petite zone-là, ça vous détend. Et puis on tapote doucement avec le bout des doigts, tout le crâne. Et puis on glisse les mains sur l'arrondi des épaules. Et on inspire, on fait des petits tours comme ça, on libère tout le haut du buste. On expire. À nouveau, j'inspire. J'expire. Histoire de libérer toutes ces tensions qu'il peut y avoir, tout ce monde qu'on porte sur les épaules. On inverse la rotation par l'arrière. Inspire devant. Encore. Et on repose les mains sur les genoux. On va s'occuper des bras à présent. Votre bras gauche se retourne sur votre genou, paume tournée vers le ciel. Et puis votre bras droit, vous fermez le poing avec le pouce à l'intérieur. Vous allez vous servir du poing comme un petit outil comme ça qui tapote. En souplesse, on est gentil avec son petit bras. Et on tapote intérieur du bras en descendant. Et on remonte sur l'extérieur. À nouveau, je descends intérieur du bras. Je remonte sur l'extérieur. À nouveau. Parfait. Et je balaye mon bras. Je me libère de toutes les petites tensions que j'ai pu actualiser, mettre dehors. Et j'intime une circulation à l'intérieur. Maintenant, je fais la même chose. Tout ce qu'on fait à gauche, je le fais à droite. Je retourne ma main droite pour tourner vers le ciel. Je ferme mon bras gauche, ma main gauche en point. Je tapote en descendant à l'intérieur et je remonte. Extérieur, à nouveau. Intérieur. Extérieur une dernière fois. Et hop, je me libère. Parfait. Et puis maintenant, tout simplement, je masse la ligne médiane à l'avant du buste. Tout ça, c'est vraiment pour faire circuler. Hein. C'est comme si votre corps était
arrêté par beaucoup de tensions, beaucoup de travail que l'on fait dès le matin, que notre tête est toujours occupée par une petite pensée, que nos émotions sont toujours en train de fonctionner à l'intérieur de nous-mêmes. Alors les belles émotions, on n'a pas besoin d'atelier de bien-être pour les vivre, mais celles qui nous enquiquinent la vie, ça reste bloqué là. Donc il faut toujours qu'il y ait une mise en mouvement qui se fasse. Et cette mise en mouvement, elle se fait grâce à vous, à partir de vous, avec votre respiration. Si vous ne respirez pas, comment voulez-vous que ça bouge? Comment voulez-vous faire le nettoyage nécessaire? Libérer ce qui nous enquiquine, ce qui nous arrête, libérer de l'espace pour accueillir ce qui va nous faire du bien. Donc c'est une mise en mouvement qui est nécessaire. Alors ces automassages-là, c'est vraiment une mise en mouvement interne. Et une fois que c'est mis en route, ça travaille tout seul, ça travaille pour nous. Mais il faut prendre le temps de s'accorder quelques instants pour, voilà, penser à soi, faire retour à soi et savoir et se rappeler que c'est vraiment à partir de nous que ça fonctionne. C'est jamais l'extérieur qui va vous faire du bien, vous détendre, vous distancer de telle ou telle émotion, penser à votre digestion, penser... Non, ça ne peut partir que de vous. Donc il faut toujours trouver des pratiques qui mettent en route cela. Donc ça, ce sont des petits automassages. On va finir pour compléter cette mise en mouvement interne par un petit exercice de cohésion cardiaque, de respiration cardiaque, voilà, qui est très très simple. On appelle ça le 3-6-5. Alors le 3-6-5, pourquoi 3, eh bien, ça serait bien de le faire idéalement 3 fois par jour. Le matin, parce que quand on se réveille le matin, on a été très détendu la nuit, et donc on ouvre les yeux, et tout de suite on se dit, oh là 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 là, le programme qui m'attend. Donc tout de suite, cortisol, hein, cette montée comme ça qui génère un certain stress pour nous mettre en mouvement. Donc c'est le moment idéal pour avoir une attention consciente sur votre respiration et essayer d'arriver dans une cohésion cardiaque qui n'emballe pas trop la machine. Donc ça se fait la première fois. La deuxième fois, on referait ces petits exercices avant la digestion, avant l'heure du déjeuner. Parce que justement, avant l'heure du déjeuner, on va mettre en route ce processus qui va nous permettre de digérer mieux et plus rapidement. Et donc, après le déjeuner, cette digestion sera plus rapidement. On pourra réattaquer la deuxième partie de la journée où il va nous falloir être bien présent et avoir de l'énergie. Et puis la troisième, ça serait en fin d'après-midi, vers 4 heures, pareil, où on commence déjà à penser à cette fameuse partie dont on parlait tout à l'heure, la deuxième vie, celle où on passe le balai, on fait la cuisine, on lave le linge, on se repasse, on écoute les enfants, on fait les devoirs, blablabla, la vie, quoi, hein, normale. Et là, il faudrait également qu'on fasse ça juste avant de rentrer, avant que le stress monte. Et puis après, on peut le faire le soir, effectivement, mais 3 pour ces 3 moments de la journée. 6 parce que on va compter la respiration sur 1 minute. Dans 1 minute, il y a 60 secondes. D'accord? 60 secondes, on va faire 6 respirations dans cette minute. Chaque inspiration, 5 secondes. Chaque expiration, 5 secondes. On fait ça pendant donc, 1 minute, 6 fois. Voilà. Et donc, on va commencer ce petit exercice qui est très simple et que vous pourrez refaire chez vous, vous-même, régulièrement. Comme je disais tout à l'heure, l'impact et l'intérêt de ces pratiques, c'est de faire régulièrement. Alors, bon, 5 minutes, c'est pas trop long. Donc, on va faire ça. Alors, je vous demande toujours de continuer à être bien détendu sur votre chaise avec vos jambes déposées au sol, enfin, vos plantes de pied déposées sur le sol. Lâchez vos épaules et puis vous allez abaisser légèrement votre menton comme ça. D'accord? Et puis, on va expirer. Et on inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tout le corps, on se détend. Inspiration. Suivez le ton de ma voix, détendez vos épaules. Expiration. Fermez vos yeux, inspire.
Je détends mon corps. Expiration, les épaules, le corps, les jambes. Inspiration à l'avant du corps. Expiration, sentez l'arrière du corps. Encore une fois, inspire. Votre ventre se gonfle. Tranquillement, expire. Il se dégonfle. Et toujours dans ce mouvement d'aller-retour régulier. Inspire. À nouveau, expire. On sait qu'au bout de 3 minutes, ce rythme est installé. Inspire. Et commence déjà à faire tout ce système de travail au niveau hormonal et de détente. Expire. Alors on continue jusqu'à 5 minutes. Inspire pour être sûr que c'est bien installé. Et les bénéfices de cette respiration expire vont durer 3-4 heures. Encore inspire. Expire. Tout l'intérêt de faire ça 3 fois par jour pour couvrir, inspire, toute la partie active de notre journée. Expiration. Encore. 2 minutes, inspire. Je détends mes épaules. Expiration, je sens intérieurement que tout se détend. Inspire. Expire. Et le calme à l'intérieur. Inspire. Dans la tête, dans les épaules, dans le buste. Expire. Le ventre se détend. Les jambes se détendent. Expiration. À l'intérieur, on sent que tout circule, tout devient plus calme. Expiration. Encore inspire. Expire, je me détends. Encore inspiration. Expiration. Encore quelques petites respirations. Inspire. Je sens une partie de mon corps qui respire. Tout le buste. Expiration. Tout le bassin. Je sens le poids du corps sur la chaise. Expiration. Encore un peu, inspire. Expire, détendez les épaules. Fermez vos yeux, inspiration. Expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je reste en contact avec le son de ma voix qui vous accompagne. Inspire. Expire. Inspire la tranquillité. Expire le calme. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expiration. Et on pose les mains sur ses genoux. On ferme les yeux. On croise les 2 mains au niveau du cœur, légèrement au centre de la poitrine. Et on laisse un instant cette respiration se poser à l'intérieur. On sent tout le corps détendu, comme si le silence s'était fait. Et on peut comprendre bien cette respiration quand elle se rythme tout ce qui nous articule, tout ce qui nous porte. On imagine à présent comme un petit lien lumineux qui réunit notre tête
notre mental, ce cerveau, le premier cerveau, avec le cœur, ce deuxième cerveau. Et les deux réunis ensemble fait que on devient des êtres un petit peu plus complets, à l'écoute de cette intelligence pensante, réunie avec cette intelligence qui sent les sensations, le corps qui nous parle, qui nous donne des informations sur ce qui est bon pour nous, sur ce qui est moins bon pour nous. On redépose les mains sur les genoux, on profite un instant de ce silence qui s'est fait autour de nous, à l'intérieur de nous, cette circulation harmonisée, la respiration, le rythme sanguin, ce corps qui s'est détendu et ce mental qui parle un petit peu moins. Et maintenant, on s'envoie une image qui nous donne envie de sourire, une personne qu'on aime particulièrement, quelque chose qu'on aime faire. Voilà, on pense bien à cette image, quelque chose qui est cher à notre cœur, puisque nous avons parlé du cœur aujourd'hui. Le cœur l'organe, mais le cœur qui aime aussi. Et voilà pour aujourd'hui. Cette petite séance de repos, de détente, de relaxation. Je ne sais pas si je suis dans les temps, 16h01. Oui, on peut considérer que j'ai respecté le timing. J'espère que, voilà, ce petit voyage au pays des automassages, de l'énergétique, de cette énergie vitale qui circule à l'intérieur de vous et qui est cette énergie qui vous met en mouvement. Et puis ce passage par la compréhension que la respiration, c'est la meilleure pharmacie du monde. Hein. C'est le premier acte que l'on pose quand on vient au monde et c'est le dernier qu'on posera quand on quittera ce monde. Donc c'est à partir de ce rythme interne qu'on doit se réguler, savoir s'arrêter, faire retour à soi par moment et puis hop, se remettre en mouvement pour aller vers cette belle vie qui nous attend. Mais il faut respecter la machine. Voilà, ce sera ma petite conclusion. Bonne journée à vous. J'espère que ça vous aura fait plus grand bien. Merci Joyce, merci. Merci grâce à vous, j'ai retrouvé ma sérénité et surtout ma part de féminité. Ah, mais écoutez, formidable. Donc vous allez prendre le balai ce soir. Ah, ben je prends le balai tous les soirs. Je l'imagine, je ne pensais pas autrement. Ah non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, un grand merci. J'espère que ça vous a plu aussi, public dans la salle. J'espère aussi. Ça nous a fait beaucoup voyager. Et vraiment, je suis détendue. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous et puis merci pour vos propos intéressants qui ont complété ma petite connaissance que j'ai de tout ce dont vous avez parlé et dont je me permettrai d'utiliser dans ma pratique et quand je transmets. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Avant toute chose, avant de finir sur le dernier message qu'on cherche à faire passer aussi avec vous, Ada, avec vous, Vanina et Joyce. Public, n'hésitez pas à laisser votre feedback sur la partie sondage. Vous avez les 2 sondages sur l'outil et puis surtout sur le sujet évoqué aujourd'hui. Un grand merci, Ada. Docteur Mustafik, mille merci pour vos messages très éclairants. Merci Vanina pour cet exercice encore très très bien réussi. Et surtout Joyce, à très vite pour d'autres exercices. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir invités, de votre confiance. Merci aux docteurs qui ont participé. Voilà, à vous deux qui apportez disons, une lumière médicale à tout ce que nous, on essaie de faire en entreprise aussi. Ça aide d'avoir vos lumières aussi, vos conseils, votre vision, parce que nous, après, on peut mieux l'expliquer
aux DRH aux collaborateurs qui veulent mettre ça en place. Donc, c'est toujours bien d'échanger sur ce sujet qui est très important. Ben, il nous semble très important aussi de faire passer le message de prévention. Et je pense que docteur Moustafik Hadda est d'accord avec moi. La santé des femmes, la santé cardiaque, la santé cardiovasculaire des femmes est en train d'exploser. Donc, il faut absolument qu'on les ramène à la raison et surtout à leur féminité, parce que c'est ça qui les protège avant toute chose. Merci à vous tous, à vous toutes. Et effectivement, nos activités sont très complémentaires. Donc, il faut continuer à avancer main dans la main. Et merci pour ce que vous faites en entreprise. Merci, à bientôt. À très vite. Vous savez que vous avez accès aussi au replay, donc n'hésitez pas à faire relayer, à faire passer notre vidéo, parce que je pense que la prévention, c'est aussi une mission à nous tous. Il faut absolument qu'on fasse entendre, écouter, regarder le maximum possible de femmes, parce que ça les concerne en direct. Un grand merci et puis à très vite. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.